Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, secrétaire général de la CGT. Vous écoutiez ou pas ce qu'on racontait avant sur cette étude Oui. KPMG sur pourquoi les Français, combien ils sont, quelles sont leurs motivations, leurs profils, qui achètent du Bitcoin, des cryptoactifs. Vous êtes passé totalement à côté, vous en fichez, vous trouvez ça intéressant Je pense que c'est un phénomène de mode. J'ai bien écouté les explications. Ça s'est développé après le crash de 2008, pardon. Ouais. On présente ça comme une nouveauté. Enfin, c'est plus ou moins, vous l'avez bien expliqué, c'est de la spéculation. Et ceux qui croient moins en la bourse et l'achat d'actions, Pour vous, c'est du casino numérique, quoi. Ah bah c'est plus que du casino. Ouais, oui. Vous ne faites pas partie des 8% des Français qui ont acheté des cryptoactifs. Mais j'ai pas d'actions non plus. Oui. Enfin, les actions, c'est dans la rue, vous le savez. Pas de... Et vous faites des bonnes actions, c'est ça? Toujours, pour défendre le salaire. Parce que ça, c'est une valeur sûre, le salaire, oui. Qui tombe tous les mois. Ouais. Aucune option, autre sujet pour le coup dans l'actualité, aucune option doit être écartée au sujet de la restructuration d'EDF. On parle d'EDF pour le coup, y compris une nationalisation, c'est ce que nous a dit hier Bruno Le Maire. Vous louez son ouverture d'esprit? Qui prône la nationalisation, c'est plutôt bien. Après... C'est déjà une victoire pour vous. Attendez, parce que vous savez, derrière les mots, il faut toujours mettre une définition et un contour. Il manque 18%. Aujourd'hui, l'État a déjà 82% d'EDF. D'accord, mais premièrement, c'est pour quel périmètre de l'entreprise? Alors, vous savez bien que petit à petit, l'entreprise EDF a été détricotée. Donc, c'est quoi le contour d'une entreprise publique d'énergie? On peut parler sur les moyens de production. Est-ce que c'est le nucléaire, l'hydraulique et l'éolien? Ça, c'est une entreprise cohérente en matière de production, la distribution et puis la recherche. Ça, c'est la première chose. Et puis, quels moyens on lui donne et à quoi elle sert? Si c'est utiliser l'entreprise publique EDF pour donner 8 milliards, comme ça a été fait au privé, pour préserver leur marge, c'est aussi un vrai sujet. C'est ce qui n'a pas mis à l'électricité de rester aussi, de ne pas trop augmenter au mois de février. Hein. Ah non, c'est ce qui permet aux entreprises privées qui vendent de l'énergie. Oui, la facture qui n'a pas augmenté C'est ce qui permet aux entreprises privées qui vendent de l'énergie de préserver leur marge. Voilà. C'est-à-dire que c'est EDF, une entreprise publique, qui vient au secours des entreprises privées, 8 milliards, pour leur permettre de continuer à gagner Bien sûr, mais de l'argent. in fine, c'est pour que le consommateur ne voit pas trop sa facture augmenter. Ça, c'est la Libye et la com. Ah. Voilà. Et évidemment, quand on prélève 8 milliards à EDF, c'est moins de moyens pour la recherche et le développement, pour l'innovation. Et vous savez qu'en matière d'énergie, il y a besoin d'investir beaucoup dans la recherche et le développement. Mais si les prix n'avaient pas été bloqués, entre guillemets, ou la hausse limitée à 4% sur les tarifs d'électricité, vous auriez dit le gouvernement ne fait rien pour aider le portefeuille français. On a proposé d'autres choses, baisser des taxes, par exemple. La TVA, qui est un impôt injuste, ça, c'est des vraies propositions. Et puis, il y a combien pour combien? Il y a besoin d'une baisser le prix de taxes de la TVA. Si c'est un besoin essentiel, eh bien, il faut que ça soit à 5,5. À 5,5, comme les besoins aujourd'hui, on est à 20 aujourd'hui. On est à 20 ou à 18, je ne sais plus exactement. Là, je vous le répète, évidemment, ça a un effet sur les consommateurs, mais c'est EDF qui paye cet effort pour l'ensemble des opérateurs. Et ça, vous savez, on entend souvent les gouvernants, pas que celui-là, dire « mais l'État n'a pas à se mêler de la gestion des entreprises, il doit donner des caps ». Et là, quand il s'agit de donner 8 milliards aux opérateurs privés, là, c'est le rôle de l'État de dire on fait des cadeaux à ceux qui spéculent, là aussi, sur le prix de l'énergie. Donc, renationalisation, vous y êtes favorable d'EDF. Après, encore une fois, qu'est-ce que ça apporterait concrètement? On sait que le groupe il est très endetté, il a besoin de moyens financiers pour investir. Oui. Mais un bon exemple, pourquoi il est endetté? Là, il est endetté de 8 milliards de plus. Est-ce que ça sert à l'entreprise? Non. Il faut que ces 8 milliards, ils servent à développer. Après, si l'État est actionnaire, parce que c'est ça une entreprise publique, c'est pas 84%. Donc, monsieur le maire propose de passer à 100%. Vous dites chiche. Dans une entreprise privée, quand un actionnaire met de l'argent, on trouve ça normal. Et quand c'est l'État qui met de l'argent, on dit attention, les dépenses publiques, etc. Et puis, l'actionnaire, il fixe le cap. Là, on pourrait fixer un cap sur la modernisation des installations. Je pense qu'il y a un vrai problème, vous le savez, sur, par exemple, la filière nucléaire.
Il y a besoin d'argent, il y a besoin d'une vraie réflexion pour donner du sens à la nationalisation. Et puis, dans la nationalisation, c'est aussi la place des salariés pour donner aussi une bonne orientation à la marche de l'entreprise. Parce que qui connaît mieux l'entreprise que les salariés qui y travaillent? Je pense que les salariés, les agents EDF ont plein de choses à dire sur les dysfonctionnements de leur entreprise. Il faut plus de nucléaire ou pas en France? On a vu le président nous dire vouloir mettre le paquet pour avoir plus d'EPR. Il faut mettre le paquet à la fois sur les renouvelables, notamment les éoliennes en mer et pas seulement, mais aussi sur le nucléaire. C'est pour ça que je vous parlais d'une entreprise cohérente, avec un mix énergétique. Oui, pour l'instant, le nucléaire, c'est la production d'énergie la plus décarbonée. Ouais. Donc, par contre, il faut une vraie réflexion sur pourquoi, par exemple, il y a des problèmes à EPR. On a externalisé, on a perdu des qualifications et des compétences. C'était au nom d'une phrase ou d'un propos que vous connaissez certainement très bien, recentrage sur le cœur du métier. Qu'est-ce que c'est que le cœur du métier d'une entreprise comme EDF? C'est refaire venir des compétences, réinternaliser les produits, avoir une entreprise cohérente. Il ne faut pas évacuer un certain nombre de problèmes et essayer de trouver des solutions en matière de recherche. Je pense, par exemple, la question des déchets mérite certainement qu'on mène à bout un certain nombre de projets qui sont dans les cartons, mais faute d'argent, 8 milliards par exemple, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, ça c'est une vision stratégique pour une France qui va au-delà des élections présidentielles dans moins de 8 semaines. Moins de 8 semaines. On est à moins de 8 semaines justement du premier tour. Le problème des politiques en général et des candidats, c'est qu'eux, ils ont une vision à 5 ans. Ouais. Pour des sujets qui méritent une vision beaucoup plus effectivement. longue. Donc c'est ça, planifier l'économie, planifier l'industrie, c'est avoir une vision à 2030, 2040. Il y a un haut commissaire au plan. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. La dernière chose qu'il a proposé, c'est d'avoir une banque des parrainages pour les élections politiques pour ceux François Bayrou pour ceux qui n'auraient pas suffisamment de signatures. Je ne suis pas convaincu que ça soit l'urgence ni la mission d'un haut commissaire au plan pour la vision de la France de 2030 à 2040. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Philippe Martinez, on est à 8 semaines, moins de 8 semaines d'ailleurs, du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous faites partie de ceux qui demandaient au président de la République maintenant de se déclarer et d'arrêter de jouer la montre? Ou est-ce que vous en fichez complètement? Non. Non, je ne me fiche pas des élections présidentielles. La question qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui s'en fichent. Je crois que les taux d'abstention. Il y a, pour l'instant, nous, on souhaite que le président. Il y a des choses à faire d'urgence. Il y a un président de la République, et il ne faut pas attendre le 10 avril ou le 24 avril pour augmenter les salaires, augmenter le SMIC, travailler ces questions. Parce que ceux qui sont en grève, ceux qui se mobilisent, ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, c'est maintenant qu'ils veulent des choses. Donc il faut aussi, tout se passera pas après. Et puis, il y a besoin qu'il y ait plus de débats sur les questions qui préoccupent les Français. Alors moi, je me félicite, ils avaient commencé la campagne sur les questions d'immigration et de sécurité, où tous les sondages le montrent, ce n'est pas le sujet prioritaire. C'est le pouvoir d'achat, on va en parler. Avec les mobilisations, on voit que les questions sociales, on vient d'en parler, l'industrie, les salaires, ça revient sur le dessus de la pile et ça, c'est plutôt bien. Et sur la question du pouvoir d'achat, on va en parler, mais encore une fois, le fait qu'il se déclare tardivement, encore une fois, dans le débat, parce que la campagne a du mal à prendre. C'est vrai qu'on n'a pas, il y a plein de petits sujets, mais il n'y a pas de... Il y a quand même des sujets, enfin, on va en reparler, donc je n'en parle pas, mais enfin, il y a des sujets majeurs. C'est les questions sociales, les questions... Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez des questions environnementales, alors c'est aussi une question importante. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste de stratégie politique et de communication politique. Vous aimeriez, à titre personnel, qu'il se déclare pour que le débat vraiment commence? Il l'est. Officiellement? Il l'est. Je crois que c'est celui qui a déjà le plus de parrainage. Enfin, Quand on voit que 71%, Philippe Martinez, des Français, sondage Odoxa, reprochent au président de faire campagne en utilisant les moyens de l'État. Vous en faites partie, vous? Je pense que c'est évident. Ce n'est pas le premier non plus, mais c'est évident. C'est évident. Et il a même essayé pour étoffer sa campagne. Enfin, il n'a pas essayé. Il est président de l'Union européenne. C'est pour montrer, et on voit bien avec la crise. C'était prévu avant. C'est pas lui qui a choisi. Oui, mais il aurait pu. On lui a proposé. C'était prévu que la France puisse reporter de 6 mois la présidence de l'Union européenne. Le fait de le choisir en sachant qu'il y aurait une campagne électorale. Et on voit bien qu'il essaye sur les aspects géopolitiques avec la crise en Ukraine, je pense que c'est plus de... Oui, il est en campagne. Ouais, bon.
Justement, l'inquiétude des Français, on l'a dit, Philippe Martinez, elle se porte notamment et surtout sur le pouvoir d'achat. C'est cette inquiétude qui grandit. 59% des Français considèrent donc que c'est l'enjeu principal de cette élection. Vous trouvez que les candidats, globalement, quels qu'ils soient, sont audibles, encore une fois, sur cette question? C'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions. Hein. Oui, il y a beaucoup de propositions, mais nous, ce qui nous rassure, c'est que tout le monde parle de la nécessité d'augmenter les salaires. Oui, on est loin du temps où on disait le coût du travail, etc. Là, ce qui prouve que quand on se mobilise, on fait en sorte que les politiques s'intéressent aux préoccupations. Alors, pas suffisamment, pas toujours dans le bon sens, mais au moins on en parle et ça c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé des deuxièmes lignes, des salaires. Il y a beaucoup de grèves, vous le savez, dans de nombreuses entreprises sur la question des salaires, du relèvement des salaires. Je pense que c'est intéressant. Après, il y a des propositions qui sont vieilles comme le monde. Alors lesquelles ? Allez-y. Augmenter le salaire minimum en supprimant des cotisations sociales. Il en reste beaucoup des cotisations sociales il en reste sur pas, le SMIC. Il en reste encore, pas sur le SMIC. Sur le SMIC, là, pour le coup. Mais vous savez qu'il y a des candidats qui proposent de relever le plafond qui permettent des exonérations de cotisations. Alors, on oublie souvent, on dit c'est bon pour les salariés, mais les entreprises sont gagnantes. Parce qu'en général, les exonérations, elles sont pour les salariés et pour les entreprises. Donc les entreprises font aussi beaucoup d'économies. Ouais. C'est une recette vieille comme le monde. Et si ça avait réglé les problèmes, ça doit faire 30 ans, à peu près, vous vérifierez. 30 ans. On a créé 650 000 emplois quand même l'an dernier en France. Attendez, on finit sur... Non, il n'y a pas un lien. Non, mais il y a un lien. Mais non. Enfin, je finis. Donc, vous savez très bien que s'il y a des problèmes de financement, des retraites, de la santé, l'hôpital public a vraiment besoin de beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui finance ça ? C'est les cotisations sociales. Donc, quand vous fermez un robinet, la baignoire ne se remplit pas. Alors, parlons emploi. Moi, j'ai demandé au Premier ministre et à la ministre du Travail de nous dire quelle est la nature des emplois créés. On nous dit qu'il y a beaucoup d'emplois précaires. Beaucoup. Sur les 650 000 ? Oui. Est-ce qu'on construit sa vie sur la précarité ? Non. Quand vous voulez investir, dans le bon sens du terme, acheter une maison, une voiture, et que vous êtes en CDD, vous pouvez toujours aller voir un banquier, vous repartez tout de suite. Et puis, on a inventé des nouveaux termes. Maintenant, vous savez que nous, on pense que le contrat à durée indéterminée, ça doit être la règle. Mais on a inventé les contrats à durée indéterminée intérimaires. Tiens, c'est quoi ça ? C'est hybride. Oui, c'est hybride. Enfin, c'est précaire. C'est-à-dire que vous êtes CDI pendant 5 ans. Ça, c'est de la précarité. Et donc, on rajoute derrière... C'est pas un SAS, certains diront c'est un SAS entre, justement... un CDD, puis derrière un CDI. C'est l'augmentation de la précarité. Et dans des entreprises, j'ai discuté avec des camarades de la logistique, on atteint dans la logistique des taux de précarité énormes. Et puis il y a des scandales. Enfin, vous voyez comment Orpea a joué sur la précarité, les CDD bidons, de remplacement de salariés qui n'existaient pas. La règle, c'est quelle qualité du contrat ? Et la règle, ça doit être le CDI sans rien derrière. Et la rémunération, ça va ensemble. La nature du contrat. Vous faites des études, vous avez une qualification, il doit y avoir en face de cette qualification un salaire. Le tronc commun, c'est le SMIC, et vous savez que... Hausse du SMIC chez qui ? Il y a qui aujourd'hui qui propose la hausse du SMIC ? Fabien Roussel ? Au-delà des personnes, encore une fois, dans les tout le monde propose de relever les salaires minimums, mais pas de la même façon. Il y en a qui proposent de donner d'une main, mais de reprendre de l'autre. Ceux qui proposent... ils parlent beaucoup de salaire minimum, même si maintenant j'ai vu qu'il y avait... mais parce que la CGT, elle pèse dans le débat, on parle de salaire brut, parce que ce qui fait référence... Évidemment, ce qui est en bas de la feuille de paie, c'est ce qu'on touche à la fin du mois, mais pourquoi... C'est ça qu'on regarde. Bien sûr, mais le salaire brut et le salaire de base, c'est-à-dire la première ligne. Première ligne, c'est je fais tel métier, voilà à quoi correspond ma qualification, mon diplôme. C'est très important. Puis le salaire brut, c'est important. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que les cotisations. Il y a un salaire qui finance le modèle social. Il y a le salaire qu'on touche à la fin du mois et il y a le salaire qu'on touche tout au long de sa vie, parce que quand on va à l'hôpital, même s'il y a des problèmes, on a une carte vitale, contrairement aux États-Unis où il vaut mieux avoir la carte bleue, pour la Gold. Ou voir la Gold pour certains. Bon, et dans ces mesures, qu'est-ce que vous aimez alors ? Donc il y a une baisse de la TVA sur l'essence. Ça vous plaît, ça ? Baisse de la TVA tout court. C'est Marine Le Pen qui propose la baisse de la TVA sur l'essence. Pas que, mais vous savez, Marine Le Pen propose d'augmenter les salaires en faisant des exonérations de cotisations. C'est ultra libéral. Donc, vous voyez, moi je me méfie des phrases chocs, il faut toujours regarder derrière. Mais je vous ai dit, il y a besoin donc, derrière les salaires, parler de la santé, de la sécurité sociale. C'est un sujet
éminemment important. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il y a des lois depuis 30 ans, il y a toujours 20% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Voilà des vrais sujets. Et puis il y a les questions environnementales qui méritent d'autres débats que uniquement dire la vieille industrie ça pue et ça pollue, on va vous inventer des trucs nouveaux, vous allez voir ce qu'on appelle le greenwashing. C'est l'écologie, ça ne peut pas être de la com'. Il faut que ça soit des actes concrets. Et la CGT fait de nombreuses propositions dans le domaine. Parmi vos propositions, que j'ai retrouvées notamment chez Yannick Jadot ou chez Fabien Roussel, c'est la semaine de 32 heures, la retraite à 60 ans. L'idée, c'est de parler de Fabien Roussel, dont on parle de plus en plus. Apparemment, dans les sondages, il est de mieux en mieux coté. Retraite à 60 ans, pas moins de 1 200 € net de retraite, passage aux 32 heures, établissement de l'ISF. Donc ça vous plaît tout ça? Plus les candidats reprennent les propositions de la CGT, plus ça nous plaît. Vous comprenez? Vous pourriez appeler à voter pour lui d'ailleurs? Non, vous savez qu'on n'appelle pas à voter pour qui que ce soit. Mais plus la CGT, mais le mouvement social en général pèse dans cette campagne, plus les candidats reprennent des propositions de ce qu'on appelle la société civile ou le mouvement social, évidemment, on ne va pas être mécontent. Et la question de la réduction du temps de travail, c'est bien qu'elle soit aussi en bonne place dans ce débat des présidentielles. Donc sur le pouvoir d'achat, les meilleures propositions que vous retenez dans le débat aujourd'hui, c'est l'augmentation du SMIC. La meilleure proposition, c'est celle de la CGT, c'est le SMIC à 2 000 €. Voilà, le SMIC, c'est-à-dire la première ligne de votre feuille de paye pour quelqu'un contre aujourd'hui qui est à 1 400... Qui est en dessous, oui, à 1 503, je crois. En brut, on parle du brut, 1 503 en brut. Donc ça fait une hausse de 25%. Le SMIC, c'est la première ligne sur votre feuille de paye. Ouais. Mais vous, comme vous êtes qualifié, on ne veut pas que vous soyez payé au SMIC. Mais si vous n'avez pas un plancher, c'est difficile de définir le plafond. Voilà. Personne n'a repris cette proposition dans le débat, je crois. Non, le SMIC à 2 000 €. Ce qu'il faut, justement, il faut qu'on continue à expliquer, comme je le fais aujourd'hui avec vous, comme je le ferai quand je croiserai des candidats. Ça m'arrive d'en croiser parce que certains veulent nous voir. Bon, tant mieux. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. Bye. À bientôt.